pour moi, amateur, ça veut dire qu'on fait quelque chose comme un à côté, comme un hobby, comme quelque chose qu'on prend pas 100% au sérieux, qu'on pourrait faire ou non, qui est un peu moins intentionnel que quand on s'adonne professionnellement à quelque chose. Pour moi, un débutant peut être un pro. Un amateur n'est pas nécessairement un débutant. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 38. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Bon lundi, bon début de semaine. J'espère que tout va comme vous le voulez, que vous avez l'énergie de réaliser vos projets et si ce n'est pas le cas, ben je vous souhaite de prendre le temps de vous reposer, dans le fond. Il faut qu'on le prenne ce temps-là parce que personne ne va nous le donner, hein? Alors aujourd'hui, petit épisode solo où je veux parler des petits signes qui nous font avoir l'air amateur quand on est un entrepreneur, quand on se lance ou quand on est simplement une professionnelle qui commence à s'établir. J'ai voulu faire ce petit épisode parce que parfois je me fais approcher par des gens pour donner des conférences ou pour travailler pour eux ou pour faire partie de leur projet. Puis des fois je me questionne à savoir pourquoi est-ce que je prends telle personne plus au sérieux qu'une autre, puis est-ce qu'il y a des choses que je pourrais partager justement avec ma communauté pour leur donner pour qu'elles puissent mettre toutes les chances de leur côté pour ne pas se faire inconsciemment tasser de côté, dans le fond, par rapport à certaines opportunités pour des choses qui, peut-être pour vous, ont l'air totalement anodines, mais pour les autres, ben ça envoie inconsciemment un message qui va vous faire avoir l'air peut-être un peu plus amateur ou plus débutante ou quelque chose comme ça. J'ai été inspirée aussi cet épisode un petit peu par un livre que j'ai lu pour la deuxième fois récemment qui s'appelle Turning Pro de Steven Pressfield et dont j'ai parlé un petit peu dans mon infolettre il y a quelques semaines, dont la prémisse, en fait c'est un livre qui m'a beaucoup chamboulée. Je l'avais lu quand j'étais à Hawaï il y a quelques années avant de tomber enceinte puis tout, puis ça m'avait chamboulée parce que dans le fond la prémisse du livre c'est de dire à quel point souvent on va vivre une vie dans notre ombre, dans quelque chose qu'on pense on est performant, on pense qu'on a trouvé une voie dans laquelle on est relativement confortable, on a peut-être dit non à nos rêves de jeunesse, mais on vit notre vie d'adulte, puis ça semble bien fonctionner. Puis souvent, ce que ça cache, cette vie à peu près qui nous correspond, mais pas tant, c'est de rester dans la mentalité de l'amateur et de ne jamais pousser jusqu'au stade du professionnalisme ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi on est venu ici sur cette terre pour créer. Bref, c'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui de rentrer dans la philosophie de c'est quoi être un amateur versus un professionnel, mais je voulais juste vous dire, bon, si c'est un livre qui vous intéresse, je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode, mais c'est un livre très intéressant sur comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos projets de vie et nos rêves, et quand est-ce qu'on devient réellement quelqu'un qui vit pour réaliser son potentiel versus quelqu'un qui va juste meubler le temps avec ce qu'il croit être capable de faire, comme par exemple un amateur serait plus apte à faire. Bon, premièrement, je vais aussi définir une autre petite chose parce que j'avais mis une publication sur LinkedIn dans laquelle je demandais aux gens de me partager qu'est-ce qui sonnait amateur pour eux quand ils le rencontraient dans un contexte professionnel. Et il y a certaines personnes qui ont confondu débutant et amateur. Et là, je veux juste, avant de commencer, puis vous dire ma liste de petits trucs que je pense que vous devriez éviter si vous voulez pas avoir l'air amateur, de souligner que
pour moi, amateur, ça veut dire qu'on fait quelque chose comme un à côté, comme un hobby, comme quelque chose qu'on prend pas 100% au sérieux, qu'on pourrait faire ou non, qui est un peu moins intentionnel que quand on s'adonne professionnellement à quelque chose. Pour moi, un débutant peut être un pro. Un amateur n'est pas nécessairement un débutant. Un amateur, ça peut faire longtemps qu'il travaille comme amateur dans son projet ou dans son expertise, mais un professionnel, lui, c'est juste qu'il va s'allouer à 100% dans ses intentions, dans sa volonté, dans ses efforts, à donner un résultat, mais aussi à grandir comme professionnel, alors que l'amateur va probablement juste se contenter de ses talents bruts, va pas nécessairement pratiquer pour devenir meilleur, va pas nécessairement avoir envie de aller chercher cette excellence que le professionnel veut pas essaye de perfectionner parce qu'il essaye de perfectionner un certain art. Puis là, bon, on parle d'art, mais c'est une expertise ou un métier ou quelque chose comme ça. Bon. Ceci étant dit, je pense qu'on est tous débutants à quelque part et tout professionnel a débuté quelque part, mais encore une fois, tout professionnel n'a pas eu à passer par le côté amateur pour faire quelque chose. Et là, juste pour être un peu plus concrète, là, je voudrais parler à toutes les auditrices qui ont, par exemple, un emploi à temps partiel et ma propre expérience avec mon entreprise alors que j'étais encore à l'emploi. Pour moi, Aime ta marque, ça a jamais été un projet amateur. J'ai toujours considéré dès le début que j'allais mettre tous les efforts, tous les investissements, tout ce qui était requis pour que Aime ta marque devienne une entreprise en bonne et due forme, qu'elle allait être respectée en bonne et due forme, dans laquelle j'allais créer des produits en bonne et due forme. Il y avait jamais de tu sais, on va tourner les coins ronds parce que ça me dérange pas. Non, ce produit-là, c'était une représentation de moi comme professionnelle et ce l'est encore. Et ce que ça a donné, c'est que de fil en aiguille, les gens, même au début d'Aime ta marque, ne savaient pas que je venais de commencer ou que j'étais pas une entrepreneur établie et bien souvent ne savaient pas que j'avais un emploi à temps plein à côté. Donc pour moi, c'est vraiment dans l'intention. Si vous avez un projet puis vous vous y adonnez de façon très 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 intentionnelle, pour moi vous êtes dans l'ordre du pro et non nécessairement de l'amateur. Maintenant, il y a des petits signes qui font que parfois on peut avoir l'air plus amateur qu'on l'est et c'est ça que je veux vous aider à éviter aujourd'hui pour aller envoyer le bon message à la personne qui va recevoir vos requêtes, le bon message à vos clients, à vos employeurs potentiels ou peu importe. Et je vous invite aussi à partager avec moi les choses que vous trouvez à être amateur chez des gens. Alors, je commence tout de suite pour un petit rappel de bien regarder, premièrement, vos modes de communication, plus spécifiquement, votre adresse courriel. Ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais il y a à peu près 1 mois, je me suis fait contacter par quelqu'un que je ne connaissais pas pour donner une conférence. Et de fil en aiguille, bon, j'ai posé des questions, tu sais, j'étais un petit peu dubitative parce que j'étais comme, je te connais pas, pourtant je connais beaucoup le milieu du marketing, je connais beaucoup le milieu du web et j'ai jamais entendu ton nom et puis bon, tu m'invites à une conférence, tu sais, qui tu connais, genre parce que bon, bref. Finalement, j'ai validé sa notoriété ou sa crédibilité dans un certain sens. Puis après ça, elle m'envoie son adresse courriel à laquelle, elle allait m'envoyer des informations, des choses comme ça. Et ça donnait que c'était une adresse courriel qui terminait en hotmail.com. Tu sais, une adresse courriel avec le nom, ton année de naissance, quasiment, genre dans le dans ton alias. Et j'avoue que immédiatement, tu sais, moi, ça a comme descendu d'une coche la crédibilité ou la notoriété que je lui allouais parce que j'étais comme, je vais aller faire une conférence dans quelque chose qui me semble pas légitime, étant donné que la personne a même pas une adresse courriel professionnelle à me donner.
je sais que ça peut être irrationnel pour vous, ou tu sais, peut-être que je m'en fous, la personne, elle a peut-être une business à succès, mais je pense personnellement que rendu où on est rendu aujourd'hui en 2020, si vous avez encore des adresses personnelles style Hotmail ou des choses comme ça, moi, je vous conseillerais fortement de ne pas les utiliser dans des contextes professionnels, ni à donner à votre employeur, ni à mettre sur votre page LinkedIn. Je pense que juste se créer une adresse courriel Gmail avec notre nom tout simple, tu sais, tatianasaintlouis@gmail.com, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que si je disais, mettons, je sais pas moi, tatiunicorn79@hotmail.ca. Tu sais, je veux dire, ça enlève du sérieux de qui je suis. Quand que je partage mon adresse, là, ça m'enlève encore du sérieux de ce côté-là. Puis, tu sais, je dis pas que vous avez besoin d'avoir votre nom de domaine puis votre site web déjà tout fait, mais quand même, tu sais, pas de Minou Katou 2001 dans vos communications professionnelles. Je pense que, tu sais, ça, c'est quand même de base. Deuxième point, les photos que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être la deuxième chose que je valide quand je ne connais pas nécessairement quelqu'un puis elle m'offre une opportunité professionnelle. J'en ai parlé je sais pas si j'en ai parlé dans des épisodes sur le podcast, mais j'en ai souvent parlé quand j'ai donné mes formations sur LinkedIn ou des choses comme ça. Votre photo professionnelle, il faut que ce soit votre visage, si possible bien éclairé, si possible pris par une professionnelle aussi. J'ai un article là-dessus à vous donner sur un article sur comment réussir ses photoshoots professionnels. Je vais vous mettre ça dans les liens de commentaires. Bien cadré, qui donne confiance, souriante, et aussi, tu sais, évitez de mettre juste votre logo dans vos photos pro. Tu sais, souvent, je sais pas, en tout cas, je comprends pas exactement la raison pourquoi certaines personnes préfèrent mettre leur logo que leur visage sur leur compte de réseaux sociaux. Je sais pas si c'est une côté de gêne ou du fait qu'on veut pas que on veut pas que notre public reconnaisse quel âge on a ou on se sent pas à l'aise avec notre physique, mais c'est sûr que pour prendre confiance de personne à personne, il faut qu'il y ait tu sais, je veux dire, moi, je veux pas parler à un individu abstrait, je veux parler à une personne qui est capable de montrer son visage et qui va pas avoir peur de backer tout ça aussi avec, si nécessaire, tu sais, un appel vidéo ou des choses comme ça. Donc, allez vérifier votre photo professionnelle. Est-ce que c'est, je veux dire, une autre petite affaire, des photos de vous, mettons, au rocher percé avec des lunettes de soleil puis le vent dans le toupette, c'est peut-être un super beau souvenir que vous avez, c'est peut-être une photo où vous vous sentiez super bien, mais c'est pas la meilleure photo pour mettre sur un formulaire d'approche. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un venait me rencontrer dans un 5 à 7 ou un business meeting, puis qu'il gardait ses lunettes de soleil dans sa face, je trouverais que c'est un peu louche. Donc ça, c'est une autre chose qui fait un petit peu amateur, c'est de pas avoir une photo professionnelle. C'est pas nécessaire que ce soit cher, mais si vous pouvez faire quelque chose, si vous prenez au sérieux votre business, votre vie professionnelle, achetez-vous un package pour un photoshoot professionnel, puis ayez 3 ou 4 photos que vous allez pouvoir mettre sur votre site web, que vous allez pouvoir mettre sur vos réseaux sociaux, puis changez-les à toutes les 3-4 ans au moins, là, pour être sûr qu'on suit l'évolution de qui vous êtes. Donc ça, pour moi, c'est super important d'avoir une photo qui va bien paraître pour la personne et qui va bien représenter aussi qui elle est. Ensuite, maintenant, on passe un petit peu du côté technique, puis surtout pour les personnes qui ont des sites web. Bon, parlant du site web, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un site web pour avoir l'air pro? Oui et non. Selon moi, je suis une grande... moi, je consulte beaucoup les sites web des gens parce que je trouve que ça me donne un aperçu de qui ils sont. Ça me donne vraiment un aperçu de ce qu'ils sont capables de démontrer comme brand. Puis, tu sais, si j'ai besoin d'informations, j'aime aller à la source et de voir, bon, ça c'est ton site que tu as construit comme ta petite maison. C'est là que tu m'invites pour me donner toute l'information dont j'ai besoin. Il y a des gens qui vont très bien fonctionner avec seulement une page LinkedIn ou une page Facebook ou des choses comme ça. Par contre, je vous demande de ma bonne volonté et mon énergie bienveillante de ne pas utiliser votre profil Facebook personnel pour faire des affaires. Ça, c'est un gros non.
Hein? Ayez une page LinkedIn, ayez une page pro sur Facebook, ayez un site web, mais un profil perso sur Facebook pour aller communiquer avec des gens, leur faire des demandes d'amitié, puis après ça, les bombarder d'offres promotionnelles ou des choses comme ça c'est un non. Maintenant, si vous avez un site web, aujourd'hui, en 2020, c'est essentiel, pas seulement pour votre lecteur, mais aussi pour votre lecteur, en fait, 100% pour votre lecteur, mais aussi pour les moteurs de recherche, je vais vous expliquer pourquoi, que votre site web soit responsive, donc mobile friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est adapté pour les ordinateurs, pour les téléphones cellulaires, pour les écrans très petits. Pourquoi? Parce que de nos jours, bon, j'ai pas la statistique devant moi, mais c'est une statistique, je pense, qui dépasse les 70%, plus de 70%, puis je vais utiliser cette statistique inventée, mais c'est pour vous donner le point, vont consulter un site web, vont consulter du contenu via leur téléphone cellulaire. Et donc, si vous avez un vieux site web qui est seulement adapté au desktop, donc aux ordinateurs de table, la personne qui va consulter votre site sur son téléphone ou sur sa tablette va avoir une très mauvaise expérience d'utilisateur, va peut-être pas être capable de lire tout le contenu, les images vont mal sortir et ça va avoir l'air que vous n'êtes pas à jour, ça va avoir l'air que vous avez un vieux site qui n'a pas été fait de façon justement professionnelle et ça va probablement vous enlever des points d'amabilité web, tu sais, aujourd'hui, on crée un site pour que ce soit agréable pour notre utilisateur, agréable pour notre lecteur. Puis moi, quand je vois un site qui a pas été updaté depuis 2001 et qui utilise encore, bon, des fontes que je ne vois plus du tout aujourd'hui, je me dis que ça manque d'amour, je me dis que ça manque aussi d'intention, justement, d'intérêt dans le fait de se montrer sous son meilleur jour, puis de montrer qu'on est encore actif, puis que on est encore là pour nos clients, puis qu'on veut continuer à les servir. Donc, pour moi, ça, c'est un autre signe d'amateurisme. Et là, je veux pas qu'on me méprenne de dire, bon, si vous avez fait votre site web vous-même, tant mieux. Vous n'avez pas besoin de payer cher pour être capable de faire un site qui répond bien aux demandes du mobile. Et c'est de plus en plus facile à faire soi-même aussi, et c'est de plus en plus requis par les moteurs de recherche, comme par exemple les nouveaux algorithmes Google vont pénaliser les sites qui ne sont pas faits mobile first, donc qui ne sont pas faits pour l'utilisation sur téléphone cellulaire avant même d'être fait pour utilisation sur desktop. Donc ça serait quelque chose à réviser si vous avez un site, ou du moins si vous pensez faire un site, de vous assurer que la personne qui va vous aider à le faire, ou que si vous le faites vous-même, que vous preniez ça en compte. Autre chose qui peut avoir l'air amateur, selon moi, puis encore là, tu sais, comme je vous dis, toutes les choses que je nomme aujourd'hui, c'est très axé sur l'inconscient. Il y a beaucoup de ces choses que, tu sais, si je m'arrête pour rationnellement me dire oui, mais la personne, tu sais, c'est pas ça le point. Le point, c'est que qu'est-ce que je reçois comme message inconscient, justement, qui pourrait m'amener à choisir une personne plutôt qu'une autre, et donc que je veux que vous enleviez de votre feuille de route pour que ce soit clair, qu'il n'y ait pas ces petites erreurs-là qui se glissent dans votre parcours. Alors, moi, si je ne vois aucun commentaire à propos d'une personne, que ce soit sur son profil LinkedIn, sur sa page Facebook ou sur son site Internet, je me dis, est-ce que la personne est sérieuse dans ses activités? Est-ce qu'elle, c'est parce qu'elle a pas eu de clients? Est-ce qu'elle débute? Quelle est la raison pourquoi j'ai pas, tu sais, des fois c'est sur Google Review, on voit le nombre d'étoiles ou des choses comme ça. De plus en plus, les utilisateurs, ou du moins les gens qui vont aller chercher des services vont avoir besoin de la preuve sociale, de savoir que cette personne-là a déjà servi d'autres gens. Et quand on voit pas cette preuve sociale-là, ben là, il faut 100% s'en remettre à notre instinct, à la confiance qu'on va donner à cette personne. Et je pense que vous pouvez vous éviter beaucoup de casse-tête, ou du moins de clients qui choisissent d'aller ailleurs, si vous commencez dès le début à récolter des avis, des commentaires de la part de vos clients, des gens que vous avez aimés, des gens qui ont aimé votre travail, ou même de vos anciens employeurs qui pourraient, même si vous venez de vous lancer en entrepreneuriat, ou si vous venez de commencer à travailler,
d'aller récolter justement, est-ce que vous avez fait du bénévolat quelque part, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut veto la qualité de ce que vous faites, de votre travail, montrer que vous êtes quelqu'un qui a à cœur la qualité, le travail bien fait, et aussi de montrer à ses clients qu'on peut lui faire confiance. Donc ça serait peut-être quelque chose aussi, si vous n'avez aucune présence en ligne, pas de site web, pas de LinkedIn, pas de Facebook, pas rien, c'est sûr que c'est un peu plus difficile pour quelqu'un de se dire, est-ce qu'elle fait ça vraiment de façon professionnelle, ou elle fait juste ça on the side, quasiment sous la table, sans taxe, ou tu sais, je veux dire, je te paye quelque chose pour te faire un petit logo ici par là, pas besoin de le dire à personne, tu sais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la présence sur le web, c'est pas obligé que vous publier tout le temps, mais du moins avoir ces fondations-là, ces présences-là, ces avis-là. Pour moi, c'est un signe de professionnalisme. Ce qui me mène aussi à ce commentaire à propos des taxes. Bon, ça a été mitigé justement dans la publication que j'avais dit, parce que pour moi, quelque chose qui crie amateur, c'est de ne pas charger les taxes sur nos services. Puis là, bon... il y a plusieurs personnes qui étaient pas d'accord avec moi parce qu'ils disaient, bon, vous savez qu'en bas de 30 000 $ ici au Québec, vous n'êtes pas dans l'obligation de charger les taxes et de percevoir les taxes de vos clients, et donc vous pouvez faire une facture sans taxe. Et je vous le dis, full disclosure, je n'ai pas chargé les taxes jusqu'à environ l'année passée, je crois, la fin de l'année passée ou quelque chose comme ça, quand je savais que j'allais me lancer à temps plein dans ta marque. Donc, pendant à peu près 2 ans, où je rendais des services, où je vendais des produits, parce que j'étais en dessous du seuil du 30 000 $, je ne payais pas, c'est pas que je paye pas de taxes, c'est que je ne percevais pas de taxes sur mes produits et services. Maintenant, sachant très bien que c'est comme ça que j'opérais, je veux dire, je suis pas parfaite moi non plus, mais en rétrospective et en observant comment je réagis face à d'autres gens, même si je me dis, OK, elle travaille super bien, elle fait des belles choses, tu sais, je veux dire, j'ai 100% confiance dans ses habiletés, mais le petit message que ça m'envoie, c'est qu'elle fait en bas de 30 000, et donc, elle peut pas vraiment vivre de son entreprise, et donc, est-ce qu'elle veut vraiment amener ça au prochain niveau et en faire une entreprise, ou encore c'est juste un hobby qu'elle aime monétiser? Encore une fois, vous pouvez débuter dans votre entreprise, faire moins que 30 000 et charger les taxes si vous voulez. C'est vraiment une question de perception, je veux dire. Et il y a beaucoup de gens qui diraient aussi que c'est mieux de commencer à les charger tôt, comme ça les clients sont habitués à les payer, au lieu d'un moment donné, quand vous voyez que là vous approchez du 30 000, là, soudainement vous devez ajouter ce 15%-là aux factures que vous donnez à vos clients. Alors encore une fois, tu sais, c'est à votre discrétion, mais moi personnellement, en rétrospective, je pense que j'aurais commencé à charger les taxes dès le début, juste pour envoyer ce message-là que je prends ça au sérieux, puis je m'attends à faire plus que 30 000 éventuellement, puis bon. Puis finalement, bon, ça c'était mon top 5, mettons, de choses que je trouve qui fait amateur quand on les rencontre. Il y en a peut-être un autre qui est revenu plus de la part de d'autres personnes et sur lequel je voulais mettre un bémol, et c'est tout ce qui est autour des fautes d'orthographe. Je pense que effectivement, quelque chose qui crie amateur pour beaucoup de gens, c'est quand on arrive sur un site web ou on lit des publications sur Facebook ou sur LinkedIn, et puis c'est bourré de fautes d'accords, c'est bourré de fautes d'orthographe. Ça a l'air que la personne, tu sais, ça manque un peu de soigner, de finesse, parce que, bon, ça laisse croire que on a écrit ça vite, on s'est pas trop pris au sérieux, et il y a même des gens qui voient ça comme des manques de respect. Il y a des gens qui sont vraiment choqués quand ils voient beaucoup de fautes. Maintenant, je voulais juste mettre un petit bémol et vous référer à un article que Roxane Nadeau avait écrit sur exiger un français soigné fait-il de nous des élitistes, où je pense que c'est acceptable parfois. C'est pas tout le monde qui a le même degré d'aisance avec la langue. C'est sûr qu'on peut toujours demander l'aide de réviseuses linguistiques, demander l'aide de rédactrices, de rédacteurs, mais je pense que de pénaliser les gens parce que, bon, leur français, c'est pas nécessairement leur langue maternelle, ou
ils ont de la difficulté à ce niveau-là. Ça peut aussi être un couteau à double tranchant parce que ça a cette aura un peu de privilège et d'élitisme. Donc, je ferai beaucoup attention avec l'histoire des fautes, mais c'est sûr que si vous publiez un site web, si vous publiez du contenu constamment et vous savez que le français, c'est pas nécessairement votre force, ben là, je pense que ça vaudrait la peine d'investir dans des services de révision, juste pour être sûr que vous allez pas justement vous amener cette idée préconçue ou cette, tu sais, caresser les gens dans le mauvais sens du poil, dans le fond, parce qu'ils vont voir que la langue est trop est un peu ramâchée, puis elle est mal traitée. Donc, faire des fautes d'orthographe, ça peut être un grand signe pour beaucoup d'amateurisme. Je ferais attention avec ça, mais sachant que, tu sais, ça peut être quelque chose que vous pourriez peut-être prendre en considération si vous savez que ça peut être problématique. Alors voilà, je vous invite à me dire si vous aussi vous avez des choses que vous trouvez qui sont particulièrement amateurs quand vous les voyez, quand vous interagissez avec des gens. Moi, personnellement, une autre chose que je déteste, là je dis je le déteste, c'est quand les gens me contactent ou communiquent avec moi via Messenger. Via mon profil perso Messenger, je déteste ça. Je n'accepte presque aucun message de cette façon-là si je ne connais pas la personne au préalable. Donc, faire affaire par Messenger, c'est un gros non pour moi. Mais bref, il doit y en avoir des milliers et des milliers. Et sur ce, ben, je vous souhaite une super belle journée, super belle semaine. Et comme d'habitude, j'aime toujours avoir vos avis. Si vous n'avez toujours pas laissé un avis sur le podcast et que vous m'écoutez semaine après semaine, allez me mettre un 5 étoiles sur iTunes. Vous savez pas comment ça nous aide, nous, créateurs de contenu, à nous faire voir. Autrement, je vous rejoins tous les lundis dans votre boîte courriel, si vous êtes abonné à mtamarque.com/infolettre, et les vendredis pour ma petite réflexion spéciale hebdomadaire. Je vous retiens pas plus longtemps. J'espère pouvoir communiquer avec vous ou interagir avec vous d'une quelconque façon sur le web. Et je vous dis à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!